Messieurs, ne bougez pas, cette émission vous concerne. Mesdames, eh bien aujourd'hui, on vous célèbre. Bienvenue à vous, vous êtes sur Vox Live, cette émission qui parle d'actualité africaine. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la Journée internationale de la femme africaine, célébrée tous les 31 juillet. Et aujourd'hui, bien sûr, forcément, nous avons invité des femmes, à savoir notamment 2 femmes. Je vous propose d'accueillir Madjoula Aïdara Diaby. Vous êtes maire adjointe de l'île Saint-Denis. Bienvenue à vous. Merci de nous accueillir. Et on continue avec vous, Aminata Konaté-Boune. Vous êtes cadre de l'éducation nationale. Bienvenue à vous. Bonjour. Célébrer la Journée internationale de la femme sans inviter un homme, non, ça ne serait pas normal. Et on accueille tout de suite Abdou Fleur. Vous êtes juriste médiateur et président de Cap Éloquence. Bienvenue à vous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors on l'a dit, Journée internationale de la femme, mais avant, mesdames et messieurs, vous avez une petite carte blanche. Oui, on permet à nos invités de venir ici sur le plateau et de nous dévoiler un sujet qu'on ne connaît pas. Et voilà. Vous vous adressez directement aux téléspectateurs. Qu'avez-vous à dire? Madjoula Aïdara Diaby, on va commencer avec vous. Eh bien, écoutez, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour l'accueil sur ce plateau, parce qu'on va pouvoir mettre en avant l'Afrique, nos origines, tout en sachant qu'il y a les Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement. Nous avons une formidable station Afrique à l'île Saint-Denis, au stade Robert César, qui reçoit différents stands africains. Nous avons différents pays, pour en citer quelques-uns, le Mali, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Nous avons la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a pléthore de pays. Donc, belle découverte de tout l'artisanat, de tous les tissus africains, de toutes les petites recettes africaines, etc. Donc, je vous invite à venir jusqu'au 11 août. C'est toute la journée. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque soir, il y a une thématique, un concert dédié à un pays. On a commencé bien évidemment par le Mali. Donc je tiens à remercier justement Aminata qui est ici présente, qui a fait un très très gros travail, accompagnée de Youma Traoré, notre élue, Lamine Camara, Mams Yafa, pour recevoir nos grands artistes maliens. On a eu Madamba, on a eu la Kora, on a eu Oxmo Puccino, on a eu Founé Diarra qui nous a fait de manière... avec une très belle voix, style opéra, l'hymne national malien. On a eu, après, Palmer et Bingini, donc, et puis bien d'autres artistes. Donc, très, très, très beau moment. Et donc, l'objectif de cette station Afrique, c'est quoi? C'est célébrer l'Afrique durant les Jeux Olympiques ou c'est mettre en avant quelque chose? C'est faire rayonner l'Afrique. Voilà. C'est faire rayonner l'Afrique. Alors, il y a différentes fan zones. Je sais qu'à Saint-Ouen, petit clin d'œil pour le maire de Saint-Ouen, il y a la station Brésil. Il y a le département aussi qui a un stand autour du Sénégal et autres. Et nous, l'île Saint-Denis, on s'est dit, pourquoi pas faire rayonner l'Afrique tout entière. D'accord. Donc, plusieurs pays, plusieurs cultures et ne faire qu'un. C'est une première mondiale? C'est pas une première mondiale. C'est pas une première mondiale. J'ai eu la chance, en 2012, d'aller à Londres pour les Jeux Olympiques. Et j'ai été à un village qui s'appelait Casa Africa. Ah, très bien. Et donc, j'ai tout simplement pris l'idée que j'ai transmise au maire, qui m'a fait confiance. L'équipe municipale a aussi été ravie. Donc, c'est un travail d'équipe qui a fait qu'on a pu porter ce projet avec le solide appui de Moustapha Berraf, qui est le président de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques africains. Et on a monté ce stand avec le même concept qui s'est déroulé à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Sauf que là, l'idée est d'améliorer, de faire beaucoup mieux. Sûr. Et à ce jour, c'est une belle réussite. En tout cas, c'est bien parti. Donc, la Station Afrique, n'hésitez pas. Si vous êtes en France, à aller voir tout ce qui s'y passe. Donc, chaque jour, un pays est mis à l'honneur. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, Station Afrique à l'île Saint-Denis. On poursuit avec Abdou Fleur. Allez, on va vous donner une carte blanche. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs? Ma carte blanche s'inscrit dans cette thématique. Et il s'agit de magnifier ou tout simplement de rendre hommage à une femme et à travers elle toutes les femmes, ma maman, qui est décédée il y a 6 mois, le 29 juillet, un lundi, et qui a fait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. À travers elle, j'ai compris que la femme, c'est vraiment cette phare qui irradie, c'est vraiment ce pilier sur lequel tout repose en fin de compte. C'est grâce à elle, malgré qu'elle n'a pas été à l'école, que je suis devenu aujourd'hui la personne que je suis, parce qu'elle a tout de suite compris très tôt que le meilleur investissement, c'est c'est l'investissement sur l'éducation. Et surtout, si je suis devenu aussi aujourd'hui médiateur, qui est une passion, qui n'a rien à voir avec ce que je fais, c'est grâce à elle. J'ai toujours vu en elle cette médiatrice née, qui a toujours su prendre son bâton de pèlerin pour éteindre les feux, pour aller voir, arrondir les angles. Mais c'est surtout
cette dame au cœur sur la main qui, très tôt, m'a fait comprendre qu'il faut partager, le sens du partage. Et enfin, cette dignité humaine, cette persévérance que j'ai en moi. Quand je suis venu en France, j'ai touché à tout, quasiment. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je considère que je suis un vrai acteur associatif, un vrai panafricain, parce que tout de suite, elle m'a fait comprendre que malgré les défis auxquels on peut être confronté au monde, il faut persévérer. Donc, nous nous consolons à travers son héritage, l'héritage qu'elle nous a laissé, cette éducation, ces valeurs qui nous guident et qui nous guideront. Merci. Belle déclaration d'un fils à sa maman. Merci beaucoup, c'était très beau. Et puis, on aurait aimé la rencontrer. On continue avec vous, Aminata Konaté-Boune, c'est bien ça. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs? Dans la continuité de tout ce qui a été dit, moi je souscris complètement à ce que M. Fleur vient de dire, et puis j'attribuerai aussi ces mots à mon papa qui nous a quittés trop tôt. Mais le lot de consolation, c'est que l'éternité est dans la transmission. Et ils nous ont transmis, on perpétue tout ça, ils vivent à travers nous, et on continuera à transmettre à travers nos enfants, et faisons en sorte que la chaîne ne se rompe pas. Donc je souscris complètement à tout ce qui a été dit. Je vais rester sur le volet culturel. Aujourd'hui, je porte un projet avec une communauté importante qui est la communauté soninké, qui est la journée internationale de la langue soninké. Alors, au-delà d'une langue, ce qui m'a quand même frappé, c'est d'apprendre qu'à l'UNESCO, une seule langue africaine était célébrée, c'était le swahili. Donc aujourd'hui, il y en a une deuxième, c'est le soninké, depuis le mois d'octobre dernier. Un travail conjoint avec plusieurs pays africains, dont le Sénégal, mais porté par la Gambie, par le Mali et par beaucoup de pays ouest-africains, mais pas que, puisque énormément de pays à l'UNESCO ont voté en faveur de cette journée-là. Cette journée sera célébrée pour une première fois le 25 septembre 2024. Alors j'en suis pas peu fière parce que la franco-malienne que je suis, née un mois de décembre en Seine-Saint-Denis, porter ce projet-là avec une association qui est l'association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, c'est perpétuer ce que nous sommes. J'ai écrit sur cette journée-là, sur LinkedIn, où j'ai dit « Je parle, donc je suis ». Donc je parle soninké, donc je suis soninké. Et l'objectif derrière, c'est de transmettre aussi cette langue, de transmettre nos valeurs, de transmettre qui nous sommes. Et je dis souvent à mes élèves qui sont d'origines diverses, c'est nous avons un plus, nous n'avons pas de moins. Quand on est métissé, quand on est franco autre chose, quand on a des origines, ça ne peut être qu'un plus et pas un moins. Et nous, l'objectif que nous portons derrière tout ça, c'est à la fois de promouvoir qui nous sommes, de promouvoir cette culture, mais c'est surtout aussi de dire à nos enfants que c'est un plus, pas un moins, comme on a voulu nous le faire croire pendant très longtemps. Et on a un autre projet que je porte avec Madioula et d'autres, mais surtout avec l'APS, qui est de mettre le soninké au bac, et on continuera justement à porter toutes ces valeurs et notre culture et ce que nous sommes, notre identité en somme. Bravo, bravo, on peut que dire bravo pour toutes les actions menées. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. On commence le thème du jour avec le thème du jour, à savoir la journée internationale de la femme africaine, célébrée tous les 31 juillet. Nous sommes le 1er août, mais il n'y a aucun problème. C'est toute la semaine qu'on va célébrer cette journée de la femme africaine. Alors, rapide historique. Qui peut me faire un historique de cette journée internationale de la femme africaine? Trop peu connue, hein, encore une fois. Alors moi, si vous voulez, je peux en parler, puisque c'est assez récent. J'ai participé à la Journée internationale de la femme africaine à l'UNESCO, qui a été célébrée le 3 juillet dernier. Alors il faut savoir que les gens découvrent cette journée-là, mais elle a été créée par une certaine Awa Keïta, d'origine malienne. Cette journée-là, elle est très connue en Afrique, mais très peu connue sur le plan international. Et je crois qu'aujourd'hui, le collectif Femmes Unies qui porte ce projet à l'UNESCO a pour objectif de le promouvoir. Elle a pour objectif de mettre en avant en fait toutes ces femmes qui ont œuvré depuis des siècles et des siècles. Le rôle de la femme, le fait que la femme africaine soit une battante, qu'elle soit avant-gardiste sur des valeurs que nous découvrons aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Simplement, il y avait une méconnaissance de tout ça, et je crois que l'objectif, c'est de rétablir cette vérité historique et de dire que les femmes africaines ont fait énormément, que ce soit dans l'écologie, que ce soit dans les droits humains. Quand on parle de droits de l'homme, la première charte des droits de l'homme, elle vient du Mali.
C'est la charte de Kouloukan-Fouga qui a été établie au Mali des siècles avant la Déclaration des droits de l'homme. Et toutes ces vérités historiques, si ce ne sont pas les Africains qui portons ces vérités-là, si nous ne sommes pas les ambassadeurs de ces vérités-là, eh ben, ça continuera à être tu. Donc je crois que l'AGIFA s'inscrit dans cette dynamique-là. Et nous, qui sommes des acteurs, entre guillemets, de cette journée-là, bah, on s'inscrit dans cette dynamique de faire en sorte qu'elle soit reconnue, mais qu'elle soit surtout mise à sa juste valeur parce qu'elle existait bien avant nous. Exactement. Donc la journée internationale de la femme africaine a été célébrée pour la première fois le 31 juillet 1962. Je dis bien 1962. Elle a été instituée lors de la conférence des femmes africaines tenue à Dar es Salaam, donc en Tanzanie. L'événement a rassemblé des femmes de différents pays, on insiste dessus, africains, pour discuter des défis spécifiques auxquels elles étaient confrontées et de la manière dont elles pouvaient contribuer au développement de leur nation et du continent. Alors, question, pourquoi en 1962, donc après l'obtention des indépendances, pourquoi des femmes décident ensemble de créer cette journée internationale de la femme africaine? Pourquoi? Juste après la sortie, l'obtention des indépendances. La réponse semble évidente dans la mesure où, avec la colonisation, les pays n'avaient pas une certaine autonomie. Ça peut être un lien. Je crois que c'est l'élément déclencheur, pardon. Mais ce n'est pas peut-être le plus important. Le plus important, c'est pourquoi ils l'ont décidé, le chemin parcouru et quel est le bilan aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureux de voir qu'après 1974, la première édition en 1962, la première édition en 1974 s'est tenue à Dakar. Et moi, ça me fait penser tout de suite à des femmes comme Linger, comme Nder, comme Natayala, comme Aline Sitoé-Diatta et tant d'autres, des femmes lambda, comme vous, comme d'autres dames, qui ont largement, je crois, contribué. Et je pense que tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la transmission. Elle l'a dit tout à l'heure, ces femmes de la diaspora en particulier, parce que nous sommes en France, nous sommes au niveau de la diaspora, doivent être le relais pour rendre visible le rôle de la femme, notamment, et surtout ce que les femmes ont fait. Je suis d'autant plus ravi de voir qu'aujourd'hui, à Brazza, il y a justement une journée internationale des femmes qui est consacrée à cette journée, un moment de réflexion pour promouvoir le rôle de la femme avec comme thème, si je ne m'abuse, l'implication de la femme, surtout dans le développement africain. Exactement. Et je crois qu'ils ont bien compris. On reviendra peut-être au cours des débats sur le contenu. Je vais revenir sur pourquoi, après l'obtention des indépendances, les femmes décident de s'unir. Parce qu'il y a une chose qu'on omet très souvent, c'est le rôle qu'ont joué les femmes pour l'obtention des indépendances. Et ça, c'est important de le dire. Donc, ces femmes, notamment Awa Keïta, qu'on a notifié tout à l'heure, eh bien, il y a aussi Jeanne Martin Cissé, donc de la Guinée, ont joué un rôle très, très, très important pour la lutte des indépendances. Et donc, après avoir joué ce rôle important, elles n'ont pas décidé de rester, encore une fois, dans l'ombre, parce que lorsqu'on parle des indépendances, on parle souvent des hommes, de ces grands hommes qui ont arraché l'indépendance, mais on parle très peu des femmes. Donc elles se sont réunies, elles se sont dit, bah, attendez, on a compté, on a participé, et maintenant on va se réunir pour porter nos voix, pour porter nos différents combats. Donc c'est très important de le dire aujourd'hui, c'est la semaine de la femme, c'est la semaine de la femme africaine, et on replace les femmes au bon endroit, et surtout au bon étage, c'est-à-dire à savoir en haut. Donc c'est important de parler de ces initiatrices, notamment de la journée de la femme africaine. On a Awa Keïta, on l'a dit. Donc, elle a été infirmière, sage-femme et militante politique. C'était une grande activiste et elle avait une belle carrière politique. Elle a rejoint le Rassemblement démocratique africain. Elle a été élue à l'Assemblée nationale du Mali en 1959, devenant ainsi l'une des premières femmes parlementaires de son pays. Elle a aussi été écrivain. Elle a fait pas mal de choses. On a aussi Jeanne Martin Cissé. Elle est née aussi, en Guinée. Et après l'indépendance de la Guinée en 1958, Jeanne Martin Cissé a été la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1972. Pourquoi j'insiste sur l'importance de dire les choses, l'importance de rappeler l'histoire, l'importance de rappeler l'historique et surtout le parcours de ces grandes femmes qui ont mis en place cette journée internationale de la femme africaine. Donc maintenant, après avoir dit tout cela,
les objectifs de la Journée internationale de la femme africaine, selon vous? Alors moi, je pense que l'objectif, alors là, je vais parler en tant qu'élue de la commune de l'île Saint-Denis, comme l'a dit Aminata, il y a l'héritage, la notion d'héritage, et puis faire perpétrer la mémoire de ces grandes dames. Elles se sont battues, elles ont fait preuve de combativité. Elles étaient peut-être derrière les hommes, et je dirais bien avec de grandes guillemets, puisque c'est eux qui ont été mis en avant, mais elles ont fait un travail qui n'est pas des moindres, qui ont permis d'être indépendantes. Et comme on l'a dit, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau de l'agriculture, on a des grandes dames dans tous les domaines, pour ne pas les citer. Et nous, sur la commune de l'île Saint-Denis, quand on rebaptise un endroit, eh ben, on décide, c'est la coutume, de baptiser le nom d'une grande dame. Alors, on a différents noms. Là, puisque c'est la période des Jeux Olympiques, on a la Alice Milia, qui a fortement contribué au même titre que Pierre de Coubertin, qui porte le nom de notre gymnase. Et nous sommes une ville qui porte 3 valeurs, la citoyenneté, l'écologie et la solidarité. Et nous avons l'îlot, un magnifique site où il y a 2 serres, où on entreprend avec la terre. On fait des fleurs made in île Saint-Denis, donc on fait pousser nos fleurs, etc. Et on a un jardin. Et le premier arbre qu'on a planté, on a décidé de le baptiser Yélénie. Mais qui était Yélénie? Eh bien, elle fait partie de ces grandes dames que vous évoquez comme Awa Keïta. Yélénie était une femme africaine qui était fille unique, qui n'avait pas de frère ni de sœur. Et cette grande dame était une amoureuse de l'agriculture. Elle a cultivé la terre, elle en a fait des choses extraordinaires. J'ai envie de dire qu'elle avait des doigts de fée, puisque quand elle touchait la terre, c'était juste exceptionnel ce qu'elle arrivait à en faire. Et bien, à l'île Saint-Denis, si vous venez, on a au site Lilo, le jardin, qu'on a baptisé Yélénie. Et le baptisé de ce nom, c'est significatif, et on en profite pour, lorsque l'on fait des visites, expliquer l'histoire de ces grandes dames, mais pas de toutes les cultures. J'ai parlé d'Alice Milia, là il y a Yélénie qui est d'origine malienne, on a l'espace culturel Frida Kahlo. Voilà, c'est important, sûr, très important de perpétuer leur mémoire, de faire un travail sur l'héritage qu'elles ont légué, et que nos élèves, nos enfants apprennent Exactement. Qui sont ces dames et les faire entrer une fois de plus dans l'histoire. Exactement. Donc, merci beaucoup, Majoula Idara Djabi. Donc, on va revenir sur les objectifs principaux donc, de cette journée internationale de la femme africaine, parce que souvent, quand on parle de journée internationale ou de journée de femmes, on pense que c'est juste mettre un beau boubou, aller s'asseoir, aller converser. Non, ce n'est pas ça. C'est aussi rappeler l'importance de mettre en exergue les réalisations des femmes africaines. Donc, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est aussi promouvoir l'égalité des sexes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, c'est toutes ces questions, c'est tout l'objectif, entre guillemets, de la Journée internationale de la femme africaine, à savoir, OK, on a des objectifs cette année, on a des objectifs pour les 10 prochaines années, et comment on fait pour les atteindre? On est d'accord, Aminata Konaté-Boulay? L'objectif, c'est vraiment de replacer la femme au cœur de la société. Elle l'est de facto, elle l'est par ses actes qu'elle pose au quotidien, elle l'est par la polyvalence qu'elle mène dans ses actes. J'ai écrit là-dessus en disant que la femme était une sentinelle de paix et de développement. Ça, c'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir, ça l'a toujours été. Simplement, quand l'histoire de la chasse est écrite par le chasseur, bien sûr, la part du lion, elle est moindre. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour les femmes. De manière universelle, toutes les femmes sont victimes de ces sociétés patriarcales qui les relèguent systématiquement au second plan. Et c'est en ça que c'est problématique. Et je crois que l'objectif principal de la Journée internationale de la femme, c'est de donner l'importance des différents rôles joués par les femmes, mais sur tous les pans de la société. Tout à l'heure, Majoula a parlé de l'écologie. Quand on parle d'écologie, aujourd'hui, les Occidentaux s'emparent de cette thématique comme si l'écologie venait de naître en Europe ou en Occident, alors que ça, ce sont des thématiques qui ont toujours été développées en Afrique. Je parlais tout à l'heure de la charte de Kouroukan-Fouga. On parle du rapport à la terre, on parle du respect de la nature comme étant partie intégrante de ce que nous sommes. Parce que si tu ne respectes pas la nature, le revers, il arrivera très vite. Donc ce sont des réalités qui existent. Il y a une grande dame, si vous cherchez encore un nom, qui s'appelle Wangari Maathai, ça serait bien de pouvoir aussi lui donner ce nom, une femme de l'écologie qui n'est pas des moindres. Mais pour fermer la parenthèse de l'écologie, sur toutes les thématiques, nous avons nos propres références. Et je crois qu'aujourd'hui, la Journée internationale de la femme africaine, elle a pour objectif de remettre au cœur des débats nos propres références. Et là où c'est important pour nos élèves et pour nos enfants, c'est cette construction identitaire qui est nécessaire.
Cette construction identitaire, elle fonctionne que si en face de toi, la personne qui te parle communique réellement avec les mécanismes qui sont les tiens, mais te ressemble également. Quoi de mieux que d'avoir des exemples qui ressemblent aussi à nos enfants? De leur dire, certes, il y a pléthore d'exemples, mais aujourd'hui, nous sommes en capacité de vous donner des exemples avec des faits concrets, avec des faits vérifiables, avec des personnes qui ont vécu et qui ont contribué justement à ces différentes sociétés. Et je crois que c'est ça l'objectif principal. Avec le collectif Femmes Unies que j'ai rejoint récemment dans l'organisation, mais également en tant que panéliste cette année, la thématique c'était les JO parce que nous sommes dans une période de Jeux Olympiques, donc les femmes ont leur rapport dans le sport, mais l'objectif c'est que d'année en année, il y ait une thématique spécifique et qu'à chaque thématique, on soit en capacité de démontrer par l'action que les femmes ont contribué justement à faire évoluer les choses. C'est très clair. Merci beaucoup, Aminata Konaté-Bouné. J'ai une question à vous poser, à vous, Monsieur Abdou Fleur. Les objectifs, ils sont importants. C'est important de les rappeler. Est-ce que vous considérez que c'est primordial, c'est important chaque année de faire ce type de journée? Parce qu'il y a des détracteurs qui disent non, ça ne sert à rien quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va faire évoluer la cause, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais est-ce que vous considérez que c'est bien d'avoir une date, de s'y tenir et de la célébrer avec ces rappels répétitifs? C'est plus qu'important, et pour moi, on devrait avoir plusieurs dates. Comme souvent on le dit, la journée internationale de la femme, c'est tous les jours. Ce n'est pas parce que je suis entouré par 3 dames. Mais c'est ce que les gens disent, c'est-à-dire que la journée internationale de la femme, oui, c'est tous les jours, on n'a pas besoin de la fêter un jour précis. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça permet de faire le zoom sur ce qui a été fait et surtout voir un peu les perspectives. C'est extrêmement important, je crois. Les gens qui sont en train de se réunir aujourd'hui, les dames à Brazzaville, aujourd'hui, je pense qu'à l'issue sortiront soit avec une déclaration, des réflexions qui déboucheront sur quelque chose. C'est d'autant plus important en Afrique, parce qu'on parle des femmes africaines en particulier. Nos États, nos gouvernants, certains ont déjà pris des initiatives, mais il faut davantage, je crois, en tout cas pour moi la clé, c'est d'abord à ce niveau, du point de vue juridique. Il faut renforcer le cadre réglementaire et surtout politique, je crois. En faisant quoi? En votant des lois pour renforcer les droits des femmes, mais surtout en appliquant rigoureusement les textes allant dans ce sens. Je pense tout de suite au protocole de Maputo. Je crois qu'il est l'une des plus grandes avancées quand on parle de droits des femmes africaines. Et je pense qu'il y a aujourd'hui abouti à beaucoup de choses. Je donne l'exemple du Mali. Le Mali, je peux donner d'autres exemples, a été condamné sur cette base. La Cour africaine des droits de l'homme s'appuie pour trancher. Je donne l'exemple du Togo qui a invalidé, ou en tout cas a permis de revenir sur une question fondamentale. Les filles qui étaient enceintes, les filles enceintes ou les filles qui avaient des enfants n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Grâce à ce protocole, l'État s'est appuyé pour changer la loi, pour leur permettre d'avoir les mêmes droits que les autres enfants. Donc je pense que c'est là où il faut mettre l'accent d'abord, renforcer le cadre réglementaire et politique. Politique, il faut davantage de responsabilité aux femmes. Certains pays, comme le Sénégal, comme le Rwanda, je mets l'accent davantage sur le Sénégal, que je connais le mieux, qui a instauré une loi sur la parité au niveau des différentes élections, notamment législatives, et au niveau des élections locales. C'est une excellente chose avec un seul bémol à ce niveau pour moi. J'ai toujours été contre la parité mécanique. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, il faut mettre en avant la femme compétente. Il faut promouvoir le leadership féminin, mais ça ne doit pas être mécanique. Et c'est là où je trouve un bémol. L'autre élément, à travers notamment l'éducation, des initiatives sont prises par les institutions internationales. Je pouvais donner l'exemple de l'UNESCO, mais ce n'est pas le débat. Mais au moins, il y a une initiative phare qui a été enclenchée depuis 2019-2025. Son éducation, notre avenir. Éduquer l'enfant, c'est construire le citoyen de demain, notamment la femme. Quand on a vu ceux qui ont le plus été impactés pendant la Covid, c'était les femmes, notamment les jeunes filles, qui n'avaient plus la possibilité d'aller à l'école
Je ne peux pas rentrer dans certains détails sûr. parce que sont confrontés à des difficultés, les garçons. On est d'accord, vous avez pas. bien souligné des points très très importants sur lesquels on va revenir dans un instant. On va faire on va un peu distribuer la parole. Donc 1962-2024, ça fait 62 ans. Donc les principales initiatrices de cette journée internationale de la femme africaine nous ont malheureusement quittés. À votre avis, vous en tant que femme, Madoula ainsi que Aminata, pensez-vous qu'elle serait fière de la situation de la femme africaine ou pensez-vous qu'elle considérerait qu'il y a eu une évolution notable, tangible? Je pense qu'elles diront c'est bien, mais c'est pas assez. Une femme, quand elle est combative, c'est jamais assez. Elle va toujours de l'avant. Donc il y a toujours des marges de progression, faire mieux. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas assez connu en France cette fameuse journée, même dans d'autres pays que des pays africains. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore matière à développer de manière significative pour que ça rentre dans les mœurs, qu'on se dise c'est cette journée, qu'on la travaille en amont d'un point de vue éducatif, d'un point de vue culturel, en mettant vraiment les moyens qu'il faut pour que dès tout jeune, les enfants se disent il y a cette journée, mais cette journée qui se travaille en amont, eh bien on prend plusieurs... on décloisonne et on essaye de porter des choses. On parle de, je sais pas moi, journée africaine, on a parlé de la langue, des différentes langues qui peuvent être mises en avant, les différentes langues africaines. Ça peut être tout ce que les femmes font au niveau de la santé. Bien sûr. En tout cas, j'ai envie de dire tout simplement qu'elle se dirait c'est bien, mais il y a encore une marge de progression. Pourquoi je pose la question à Aminata Konaté-Bouné? C'est tout simplement parce que quand je reprends les objectifs qui avait été cité en 1962 et que je transpose avec les objectifs de 2024, ce sont quasiment les mêmes. Mais il faut partir d'une réalité, c'est qu'on vient de très loin quand même. On vient d'une période où les femmes étaient reléguées à des porteuses d'enfants. C'était ça quand même, hein, à la base. C'était la femme, elle devait rester uniquement à la maison, s'occuper de la maison et élever les enfants. C'était ça. Donc, quand on part de là, bien sûr qu'il y a eu des évolutions. Le simple fait que nous soyons toutes les trois ici à discuter de ça en est une preuve. Maintenant, dire que les objectifs sont atteints, non. On est encore loin des objectifs. Il y a des avancées significatives. Tout à l'heure, on parlait du Rwanda. Moi, je suis pour la preuve par l'action. Au Rwanda, 66% de femmes parlementaires. Aujourd'hui, pays en Afrique à la plus forte croissance, pays cité en exemple sur tellement de sujets. Donc ça veut dire que quand on met les femmes à des postes de responsabilité en fonction des compétences et non pas uniquement en fonction du genre, eh ben, la preuve est que ça fonctionne. C'est tout. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est la preuve par l'action. Vous voyez très bien que les femmes ont des compétences et que le genre ne doit pas être un frein. Mais cette question-là, elle est discutée partout. Elle n'est pas discutée qu'en Afrique. Souvent, je dis, vous êtes en train de mettre un focus sur l'Afrique en oubliant que ces problèmes existent en Asie, ils existent en Europe, ici en France. Cette question de la parité, de l'équité du genre, elle se pose au quotidien. Elle se pose dans les inégalités salariales, elle se pose dans toutes les discriminations que les femmes ont à affronter, et elle se pose également en Afrique. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on considère qu'en Afrique, on soit à un retard tellement important qu'on nous mette encore en porte-à-faux, alors qu'en réalité, ce sont des problèmes universels. Il y a des avancées. Après, on ne part pas de rien quand même en Afrique. Le rôle de la femme, il a toujours été central. Moi, je prends aujourd'hui la communauté soninké. Lorsque l'homme présente sa femme, il dit la maîtresse de maison. C'est pas ma maîtresse de maison, c'est la maîtresse de maison. Ça veut dire que son rôle est central. Il n'est pas uniquement dans la gestion des tâches domestiques, il est dans toutes les questions qui doivent se poser et toutes les décisions qui doivent se prendre. Donc, on a des valeurs qu'il faut qu'on mette aussi en avant, qui sont des valeurs propres à la communauté africaine, aux différentes communautés africaines, et qui pourraient servir de leçon à d'autres communautés. Hein. Donc, ça aussi, j'ai envie qu'on l'utilise parce qu'on a trop tendance à citer les Africains comme étant tout le temps les derniers de la classe, alors que ce n'est pas vrai. Par contre, oui, depuis 62, il y a encore des efforts à faire. Beaucoup d'efforts ont été faits. Nos parents ont compris qu'il fallait miser sur l'éducation, parce que tout est éducation. Si on veut des sociétés équilibrées, si on veut des sociétés qui arrêtent de se baser sur le genre, eh bien, il faut qu'on mise sur l'éducation. Dès le plus jeune âge, les enfants sont des éponges. À partir du moment où on leur inculque qu'une vie humaine vaut une autre vie humaine, et que ce n'est pas une question de genre,
eh ben, ils grandissent avec ça. Et ça donne des sociétés beaucoup plus équilibrées. Moi, en termes d'égalité homme-femme, je préfère parler d'équité homme-femme. Parce que l'égalité réelle, elle n'existe pas. Nous porterons toujours les enfants, les hommes ne porteront pas d'enfants. Je dis souvent pour rire, quand le danger arrive, je me mets derrière mon homme. Oui, je continuerai à me mettre derrière mon homme quand le danger se présente. Et il continuera à être mon chevalier servant pour essayer de me défendre. Ça, ce sont des choses qui existent et qui sont comme ça. Après, sur toutes les questions de droits humains, sur toutes les questions de développement, il faut qu'on arrête de croire parce qu'on est femme, on n'en est pas capable, c'est pas vrai. Pour le coup, je pose la question, à savoir quels sont clairement, on va les citer ici, les défis actuels concernant la femme africaine. Monsieur Abdou. Être tout simplement à sa place, l'un des premiers défis, c'est-à-dire occuper son rôle. Je donnais tantôt l'exemple de la politique. Au niveau leadership, on avait la journée du 9 mars, au 8 mars, le thème c'était droits des femmes et leadership féminin, quelle évolution. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, pour revenir sur votre question, peuvent largement mieux faire par rapport aux objectifs de 62. La femme, c'est l'éducatrice, la femme, c'est l'épaule de l'homme, la femme nourricière, mais malgré cela, je pense que la femme n'a pas encore, je ne dirais pas compris, mais n'a pas encore, en tout cas, occupé sa place. Et pour reprendre ce qu'elle a dit, je suis d'accord sur la notion d'égalité et pas de parité. Et ça a été pendant très longtemps l'objet de nos débats. La femme africaine en particulier, il n'y a pas plus résiliente que la femme africaine. Elle est capable de tout supporter. Je donne l'exemple des conflits. Dans les pays où il y a des conflits, je ne veux pas citer de pays, les femmes sont les premières victimes. Pourtant, dans la recherche de solutions aussi, les femmes sont les premiers acteurs. Quand on parle de politique, les mobilisations politiques sont faites par les femmes, généralement. Elles sont les plus nombreuses. Moi, pour résumer et pour répondre à ta question, je pense qu'il faut donner le pouvoir, et je ne parle pas avec émotion, aux femmes. Il faut donner le pouvoir aux femmes. Très souvent, j'ai l'habitude de dire, je préfère travailler dans le cadre de mes engagements associatifs. J'ai plus de facilité à travailler avec les femmes que les hommes. Quand elles s'engagent, elles vont jusqu'au bout. À relativiser. Dans chaque principe, il y a des exceptions. Mais dans la globalité, il faut donner le pouvoir aux femmes parce qu'elles sont pacifistes d'abord. Et j'ai rarement entendu dire on a confié l'argent à une femme qui l'a détourné. Généralement, les détournements viennent des hommes. Donc, la liste est longue, je peux donner plein d'exemples. Exactement, mais c'est déjà très très clair ce que vous avez dit, Monsieur Abdou Fleur. Alors moi, mesdames, je vais vous donner une baguette magique. Nous sommes en 2024. Si vous avez la possibilité de changer les choses maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous feriez concernant la femme africaine, concernant la fille africaine et sur le continent africain? L'accès à l'éducation, par exemple, c'est primordial. C'est là où j'allais commencer. Tout se fait à l'école, comme on l'a dit. Donc, en Afrique, par contre, là où le bas blesse, c'est qu'encore dans les villages reculés, tout le monde ne va pas à l'école. Ça se fait de plus en plus. Il y a un fort engagement. C'est porté par les femmes, encore une fois, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des écoles dans tous les petits villages reculés. Mais pour qu'il y ait des écoles, il faudrait les moyens que les enseignants, par exemple, de la capitale aillent sur la ville. Il faut de l'investissement, créer les écoles, le transport, la sécurité, les routes. Les enfants encore marchent des kilomètres pour aller à l'école. Donc, c'est pas dire faire une école et tout le monde ira à l'école. Il y a tout l'investissement qui va autour. Ça va passer des routes, des infrastructures, au contenu. Après, les programmes, être ouverts sur le monde. Donc, ce serait une école, j'ai envie de dire, une école... révolutionnaire qu'il faudrait mettre en place depuis le bas âge, une obligation, comme on a la chance de l'avoir en France, et avec des axes différents pour que l'enfant puisse réussir. Bien sûr. Et tout à l'heure, vous aviez parlé de violence. C'est important de le dire aujourd'hui. Les femmes africaines souffrent. Quand on parle, par exemple, des femmes congolaises de Goma, les femmes violées en temps de guerre, les femmes, tout simplement, qui subissent des violences, ne serait-ce que pour l'accoucher, tout simplement pour accoucher. Donc il y a toutes ces violences que ces femmes subissent tous les jours. Et si on vous donne une baguette magique, je pense que c'est une des premières choses qu'il faut éradiquer
qu'il faut stopper. C'est une des premières choses qu'il faut éradiquer. Je dirais même que les femmes sont les premières cibles, en fait. Vraiment, ça a toujours été dit, le viol est une arme de guerre. Et en Afrique, vous avez cité certains pays qui n'en sont pas exempts. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans un premier temps, l'objectif principal, c'est d'accorder à la femme cette indépendance financière. Quand on regarde tous les problèmes pour lesquels les filles ne vont pas à l'école ou autres, il y a certes des freins culturels, mais il y a surtout les freins financiers qui font que on les envoie pas à l'école parce que c'est une main-d'œuvre, parce qu'il faut qu'elles travaillent à la maison, parce qu'il faut qu'on les accompagne. Donc il faut absolument que ça soit accompagné de cette indépendance financière. Après, je reviendrai toujours à cette éducation dont Madjoula parlait à l'instant. C'est que dès le départ, il faut qu'on travaille sur le mindset en considérant que l'éducation est un investissement et non pas une perte de temps. On investit sur le temps, on investit sur l'avenir, on investit sur des générations qui deviendront autonomes, qui deviendront indépendantes et qui contribueront justement à faire en sorte que la société se développe. Je dis souvent que tout ce que la femme a, elle l'apporte dans le bien commun. Ça rejaillit sur la société d'une manière ou d'une autre. La femme, elle est faite par essence comme ça, elle est constituée comme ça, et c'est universel. Donc à partir du moment où ça, c'est compris de tous, on investira tous dans l'éducation de la fille. On ne la mettra pas en marge. Et c'est en ça qu'il faut qu'on travaille. Par contre, j'aimerais revenir aussi sur... J'ai un message à envoyer aux femmes. C'est qu'on parle beaucoup des hommes, on parle aussi de tous les freins de la société, mais la femme, elle contribue aussi à ces freins-là. Et j'avais lu quelque part qu'une femme sage, c'est une femme qui connaît ses limites. Une femme intelligente, c'est une femme qui sait qu'elle n'en a pas. Moi, j'opte pour la deuxième. C'est se dire que je n'ai pas de limites, quelles que soient les difficultés qui sont les nôtres. Cette résilience qui est la nôtre, cette adaptabilité qui est humaine, on s'adapte à toutes les situations, il faut qu'on continue là-dessus et à œuvrer surtout à faire en sorte que cette jeunesse soit formée, équipée, outillée pour l'avenir. Et le meilleur équipement, c'est le mindset, c'est l'intelligence, c'est l'éducation. Abdou Fleur, je suis sûre que si je vous donne la parole, vous allez parler de l'importance pour les autorités nationales de protéger les femmes à travers des lois. C'est fondamental. C'est fondamental. Mais je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce qu'elles ont dit toutes, sur l'éducation. C'est fondamental. Souvent, on cite Mandela, qui disait que c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Si aujourd'hui, je suis ici sur ce plateau, si aujourd'hui, j'ai opté pour des études de droit international, moi qui suis né, grandi dans un petit village du Sénégal, c'est parce qu'on a investi sur moi. On m'a permis d'aller à l'école. Donc, il n'y a pas mieux que l'éducation. Surtout pour les jeunes filles qui partent toujours avec un handicap. Ceci étant, il faut naturellement protéger les femmes en renforçant le cadre juridique et législatif. C'est extrêmement important. Je reviens, parce que c'est notre référence pour le moment, le protocole de Maputo, qui malheureusement n'est signé que par 44 pays sur les 55 États africains, et pour certains qui ont émis des réserves encore sur certaines dispositions, notamment l'article 6, le mariage, et sur d'autres droits. Donc je pense que le travail, c'est d'abord et avant tout à ce niveau. Il faut protéger les femmes, il faut, même s'il le faut, faire ce qu'on appelle la discrimination positive. Parce que les femmes partent avec un handicap. Et pourtant, toutes les études scientifiques le démontrent. Les femmes ont un plus grand potentiel que les hommes. Quand on met dans les mêmes conditions, le même niveau, généralement on dit que les femmes s'en sortent mieux. Et ajouter à cela, la femme est plus persévérante. Le garçon du coin passe beaucoup plus de temps sur des choses futiles, avec tout le respect que je leur dois, mais les femmes sont beaucoup plus résilientes et savent généralement ce qu'ils veulent. Donc, l'encadrement du point de vue juridique et législatif, c'est la base. Et après cela, il faut naturellement créer des cadres pour promouvoir le leadership féminin. Je fais référence à une école en Côte d'Ivoire qui justement est dédiée à la promotion du leadership féminin. C'est extrêmement important aussi de faire comprendre aux femmes, et surtout au-delà de leur faire comprendre, de leur mettre sur des postes de responsabilité. Il y a quelques grandes entreprises que je ne veux pas nommer, qui sont aussi dans ces genres d'initiatives. Je pense que je ne sais pas le terme adéquat qu'il faut. C'est-à-dire, les femmes sont les mieux placées pour comprendre certaines choses et surtout faire leur promotion
Le message est très clair. Les femmes à surtout se regrouper et créer des réseaux. Et surtout, on va terminer cette première partie. Les femmes représentent tout simplement 50% de l'humanité. Tout simplement. Et 52% Mesdames et messieurs, nous sommes au 2050. terme de cette première partie d'émission. On revient dans un instant. Ne bougez surtout pas. De retour sur le plateau de Vox Live avec nos 3 invités. Aujourd'hui, on parle de la Journée internationale de la femme africaine. Avec nos 3 invités, encore une fois, nous avons 2 femmes et un homme. Alors, on va maintenant s'intéresser au développement économique. Comment la femme africaine participe au développement économique du continent africain? Alors, on va aller sur ce volet-là. Vous avez terminé la première partie en disant que oui, le leadership africain de la femme africaine, le fait de mettre les femmes à la tête de grandes entreprises, le fait que tout simplement les femmes sont initiatrices de projets rentables et tout simplement parce que les femmes ramènent, entre guillemets, de quoi manger à la maison. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de femmes sur le continent africain entreprennent, peu importe leur niveau d'éducation, elles entreprennent tout simplement pour nourrir leurs enfants, pour éduquer leurs enfants, pour habiller leurs enfants, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors vous savez, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, souvent on y adosse l'informel. Moi, ce mot informel me hisse le poil parce que à partir du moment où ça contribue à la société, ça contribue à nourrir une famille, on ne peut pas parler d'informel. Et cette notion d'informel, elle vient encore de l'Occident. Voilà. Et pourtant, dans cette gamme d'informel, on y avait mis les Mama Benz, qui sont quand même réputées pour leur rapport économique dans leur pays et même politique, puisqu'elles contribuaient à financer des campagnes politiques. On y met les femmes qui contribuent 75% de la manne agricole, sous prétexte qu'elles n'ont pas de compte bancaire. On y met tout. Mais bien sûr que les femmes, elles contribuent économiquement à l'essor des pays. Et j'ai envie de dire qu'elles contribuent même beaucoup à l'essor économique du pays. Maintenant, est-ce que les femmes en ont conscience? C'est une autre question. Et comment transformer ces mannes financières en investissements productifs? Ça aussi, c'est une autre question. Après, ce qu'il apparaît aussi quand on fait ce constat-là, c'est que bien que ces femmes contribuent à hauteur de ce que je viens de citer, ce sont des femmes méconnues. C'est pas celles qui sont mises en avant. C'est pas celles dont on parle quand on parle de la croissance d'un pays, parce qu'elles ne sont pas PDG d'entreprise, parce qu'elles ne sont pas forcément lettrées, parce qu'elles ne sont pas bancarisées. Donc il y a toutes ces choses-là autour desquelles il faut qu'on travaille, qu'on brosse, et surtout qu'on fasse la promotion de ces femmes-là. Et nous, quand on travaille sur le leadership féminin, justement, je parlais du mindset tantôt, c'est de leur dire: soyez consciente de la valeur ajoutée que vous êtes. Si vous n'en êtes pas consciente, ça ne fonctionnera pas. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes africaines prennent conscience des compétences qui sont les leurs, de l'apport qu'elles ont dans la société et le revendiquent. Elles le revendiquent en se mettant en avant, en essayant de promouvoir leurs actions, et nous, on les accompagne dans cette démarche-là. Et je crois que c'est ça, c'est ce projecteur mis sur les actions que les femmes portent au quotidien et portent financièrement dans les différents environnements dans lesquels elles évoluent. Jusqu'à présent, c'était quelque chose d'usurpé ou de tabou, on n'en parlait pas. Oui, elles font partie de la société, oui, elles contribuent, mais quand on avance des chiffres comme 75%, c'est pas rien quand même. 75% de la main-d'œuvre agricole. Je suis désolée, c'est quand même très important. Pour le coup, je m'adresse à vous, vous êtes l'homme et vous représentez les hommes ici sur le plateau de Vox Live. C'est quoi le problème avec les hommes? Les femmes représentent, elle le dit, 75%. Les femmes participent activement au développement du continent africain, au développement de leur environnement, au développement de leur famille. Mais qu'en est-il? Pourquoi il n'y a pas cette reconnaissance des hommes? Si vous me permettez, je reviens d'abord sur la notion d'économie qui est fondamentale. L'économie africaine globalement est tirée, selon les pays, entre 70 et 80% par l'informel. Pour moi, ce n'est pas méchant de le qualifier d'informel, dans la mesure où il n'y a aucune protection sociale, il n'y a pas de réglementation. On vend comme on veut, quand on est malade, on n'a pas de ressources. Et pourtant, il n'y a pas l'État. Exactement, ça devait être le cas, et c'est à ce niveau qu'on peut peut-être mettre un mot sur une réalité pour la faire évoluer. Et je me souviens, dans le monde rural, c'est la femme qui se lève en premier au petit matin pour aller chercher de quoi nourrir la famille, pour aller chercher du feu de bois. À 10h, 11h, quand tu vas au marché, ce sont les femmes que vous voyez qui vendent toutes sortes de produits pour nourrir la famille. Donc, pour moi, la notion d'économie sociale solidaire commence avec la femme. Et c'est à ce niveau qu'il faut valoriser, je pense, l'économie sociale solidaire et surtout les accompagner vers l'informel.
ces dames dans les différentes stations balnéaires qui vendent du poisson pour nourrir leur famille. Je pense qu'il faut les accompagner, il faut les aider. On est d'accord. La place de la femme dans la société. Les hommes n'ont pas de problème. Les hommes n'ont pas de problème. Les hommes n'ont pas de problème par rapport à votre question. C'est quoi le problème des hommes par rapport aux femmes? Pourquoi ce manque de visibilité, ce manque de place? Pourquoi finalement un peu cette non-reconnaissance presque? Il y a une reconnaissance. Je pense que tous les hommes, comme on le dit très souvent, derrière chaque grand homme, bien sûr. Absolument, il y a une grande dame. On devait dire, à côté de chaque homme, il y a une grande dame. Moi, je préfère ça. Tous les grands hommes, entre guillemets, qui ont réussi sur le plan politique, sur le plan de l'entrepreneuriat, des affaires, il y a toujours une femme. On est sur de la sémantique là. C'est-à-dire que ça, les hommes, c'est la première chose que vous dites lorsqu'on vous parle, oui, les femmes apportent. C'est la première chose que vous dites, oui. De manière concrète, alors, pour répondre à votre question, on est juste victime d'une société patriarcale, avec des traditions, des réalités. Et malheureusement, toutes les traditions ne sont pas bonnes. Et moi-même, souvent, je me pose cette question. On se base sur quoi en réalité? Pour les musulmans, la religion musulmane que je connais le plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la référence, avait tellement de respect, d'empathie, valorisait tellement la femme. Donc je ne sais pas sur quel fondement les hommes peuvent avoir tel ou tel comportement. Ce n'est pas sur le plan de la religion. On disait même qu'ils s'amusaient à courir, à porter ces femmes. Donc c'est une manière de se montrer égal à la femme et surtout à quel point ils respectaient la femme. Dans les temps modernes. Donc il faut tout simplement se départir de cette mauvaise tradition. Dans la tradition, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon, il faut abandonner ce qui n'est pas bon et consolider ce qui est bon. Et le vouloir, la volonté. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Puisqu'on parle de société matriarcale, malgré nous, j'ai envie de dire que par exemple à l'île Sani, on a une association qui s'appelle les Femmes de l'île. Donc l'île Sani, c'est une ville de 8600 habitants, 85 nationalités. Donc c'est une ville multiculturelle. Et cette association, les Femmes de l'île, a décidé de mettre en place la journée matriarcale. Donc on va sillonner la ville et s'arrêter et mettre en valeur tout ce que les femmes font, etc. Donc j'ai envie de dire que c'est une façon, c'est à nous peut-être de reprendre le taureau par les cornes et d'avancer dans cette société qui, si on ne fait rien, les hommes ne nous laisseront pas la place. Donc la place, il faut aller la chercher. On a parlé de combativité, de dépassement de soi de la femme. Et bien si on va chercher là où, les endroits où on ne nous attend pas, eh bien, notre place sera toute faite. Les femmes doivent mener un combat? Ah bah complètement. C'est clairement un combat. C'est un combat quotidien. Et en face de nous, on a les hommes. Mais c'est pas un combat contre les hommes, c'est un combat que nous devons mener avec les hommes. Et là, pour le coup, on pourra parler de ce féminisme positif que nous prenons. Moi, j'aimerais revenir sur deux choses. Il y a eu un moment où M. Flore a dit moi, je serais pour donner le pouvoir aux femmes. Non, ne nous donnez pas le pouvoir, on le prendra, parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que si vous nous le donnez, il y a encore cette hégémonie de l'homme sur la femme qui s'autorise à donner. Et on reste toujours dans cette société patriarcale. J'ai aussi, moi, une autre lecture de pourquoi les hommes sont aussi peu friands à nous laisser prendre la place qui est la nôtre. C'est parce qu'ils ont des acquis qu'ils essaient de préserver tout simplement. La place est bonne. Donc la place est tellement bonne qu'on ne veut pas la donner à une femme ou à un autre. Donc ils préservent leurs acquis. Mais c'est pour ça que je dis que ce combat, il faut qu'on le mène ensemble. Parce que ce n'est pas les femmes contre les hommes. C'est les femmes et les hommes ensemble pour le bien de l'humanité. Et c'est en ça que je parle de ce féminisme positif qui ne consiste pas à opposer les genres, étant donné qu'on est complémentaires dans la vie, mais à mettre en avant cette notion de complémentarité. Et pour que ça fonctionne, il faut que cette notion de complémentarité, on l'inculque aux jeunes depuis leur plus jeune âge. À partir du moment où ils grandiront avec ça, ils n'auront pas les problèmes que nous posons aujourd'hui. C'est parce que nous, justement, nous sommes nés dans cette société patriarcale où on reléguait la femme au second plan qu'on en est là aujourd'hui. Mais nos enfants, moi j'ai 2 filles et 2 garçons, j'ai 4 enfants, j'essaye tant bien que mal, mais il y a encore des réflexes qui ont la dent dure, de leur dire, bah oui, t'es un garçon, t'es une fille, c'est pareil, vous faites tous les deux votre chambre, la vaisselle c'est pour chacun, les tâches ménagères c'est pour chacun, et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Par contre, oui, il y a des moments de la vie où c'est plus l'homme qui
physiquement est plus apte à faire certaines choses, la femme également, mais soyons dans cette notion de complémentarité. Mais c'est un combat que nous devons mener ensemble. Et vous insistez dessus. Ouais. Pour finir cette émission, comment voyez-vous l'avenir de la femme africaine, peu importe où elle se trouve, que ce soit sur le continent africain ou en dehors du continent africain? Bon, en un mot, je dirais, je vois un avenir rayonnant. Pourquoi? Rayonnant Vous parce basez que... sur quoi pour dire qu'il sera rayonnant? Rayonnant parce qu'on avance, elles font des choses et on nous voit, par exemple, moi en tant que femme politique, on voit de plus en plus de femmes dans le paysage politique. Quand on parle d'éducation nationale, il y a beaucoup plus, j'ai l'impression, je n'ai pas les chiffres, qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Dans beaucoup de secteurs, les femmes émergent. Donc j'ai envie de dire qu'on va continuer de rayonner et de réussir ce qu'on sait bien faire. Merci. On va continuer avec vous, Abdou. Je vois plutôt l'avenir des femmes africaines. Un avenir optimiste. Cependant, il faut beaucoup d'efforts parce que, il faut le dire, elle l'a souligné, les femmes vont prendre le pouvoir. Mais le tigre ne réclame pas sa tigritude. Ils font sur sa proie et la dévorent. Force est de constater qu'aussi, il y a un déficit d'engagement chez les femmes, notamment africaines, sur le plan politique, sur le plan des affaires, sur le plan du management, du leadership. Personne, elle l'a dit encore pour caricaturer, la place est si confortable que les hommes ne veulent pas la laisser. Donc, il faut faire un minimum d'efforts aussi pour l'occuper. Et c'est à ce niveau donc les que femmes je suis... ont aussi des responsabilités, c'est-à-dire qu'elles en sont où elles sont là actuellement, parce que finalement, elles n'osent pas certaines choses. Absolument, elles ne font pas certaines choses. Une prise de conscience collective et il faut surtout sensibiliser les gamins. Moi, j'ai une fille de bientôt 7 ans, mais je fais tout pour qu'elle soit l'égale de l'homme, qu'elle comprenne les enjeux du monde actuel. Même, je l'inscris au karaté pour pouvoir se défendre. Tout à fait. Tout simplement parce que c'est la base. Qu'elle ait un mindset qui est très solide dès le bas âge. Quand elle commence avec ça, je crois qu'elle va grandir avec ça et elle sera une femme leader. La confiance en soi, la confiance en ses compétences, la confiance en l'avenir. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il manque finalement aux femmes? Alors, c'est ce qui manque aux femmes parce que, on en revient toujours à l'éducation, hein. Quand vous avez été élevé avec le prisme considérant à dire que vous êtes toujours le second ou le dernier, mais pas le premier, bah forcément, on se construit à travers ça. Donc, moi, je partage cet optimisme, hein, qui consiste à dire que la femme sera le changement qu'elle souhaite être et non pas... quelqu'un ne lui donnera pas cette place. Et je pense que les choses sont déjà enclenchées, chez la femme africaine encore plus. Donc moi, j'y crois fermement. Je suis persuadée que c'est en levant les freins mentaux qu'on y arrivera. Pas autrement. Il y a des lois qui ont été votées, on décrète les choses, mais à partir du moment où il n'y a pas d'adhésion, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on lève ces freins mentaux dès le plus jeune âge et que les gens se construisent à travers une équité réelle et une complémentarité, on y arrivera. Et force est de constater que la femme a un rôle très très important dans l'éducation des enfants. Par contre, j'aimerais terminer sur le volet culturel. Sur le volet culturel, on a énormément de freins qui consistent à dire que la femme doit s'abaisser, doit se soumettre à l'homme et tout ce qui s'ensuit. Moi, je ne suis pas pour l'affrontement. Bien au contraire, il y a des moments où la femme se soumet, d'autres moments, c'est l'homme qui se soumet. Mais à partir du moment où ça devient un frein à l'émancipation de la femme, je crois que culturellement, il faut qu'on y travaille. Et nous, dans la culture soninké que je maîtrise le plus, on y travaille. On y travaille à travers la langue, en parlant avec nos aînés, en échangeant avec nos aînés, en apportant la plus-value qui est la nôtre avec notre plus-value générationnelle et en essayant d'avancer pas à pas et non pas en étant en conflit. Le message est très clair. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous nos invités d'avoir répondu présents à cette invitation. Donc, vous avez peut-être quelque chose rapidement. Alors oui, tout à fait. J'ai apporté un livre qui s'appelle Pensée féministe coloniale. Qui est un livre qui a été écrit par des Afro-Caribéennes. Il y a des choses très très intéressantes à voir dedans, avec des références sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes clairement au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié Journée internationale de la femme africaine et célébrée ici sur VoxLab. Et ça va continuer même demain. Allez, rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.
Africa, la voix d'une Afrique fière. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.